Ok, merci Émile. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous demander, enfin, je vais vous conseiller de passer directement tout de suite sur l'illustration conférence, puisque j'ai marqué dedans, en particulier, mes sources que vous pouvez retrouver pour certaines avec des liens hypertextes. Donc, vous pouvez directement aller voir les textes cités ou les lire pour certaines œuvres. Et en particulier deux documentaires, deux docu-fictions donc que je vais évoquer pour certains au long de ma conférence. Et donc deux assez récents, le premier qui date des années 70, le second des années 2000, et qui complète de manière visuelle un certain nombre de faits que je vais vous évoquer lors de la conférence. Donc le titre exact de la conférence, c'est évidemment anarchie et décentralisation, donc enseignement, bilan et enseignement, mais volontairement, j'ai décidé de centrer mon analyse autour d'un fait majeur de l'histoire de France, de l'histoire politique française, tant à gauche qu'à droite, qui est la Commune de Paris, donc l'insurrection communaliste de 1871. Donc, pour ce qui est d'autres pensées décentralisatrices qui nous viennent, elles, plus de Russie, je pense à la révolution, à certaines expériences de la révolution soviétique et ukrainienne, ou qui viennent d'Espagne, avec notamment la Confédération nationale du travail, la FAI et les expériences de la guerre d'Espagne. Ça fera l'objet d'une autre conférence. Là, vraiment, je voulais me concentrer sur un événement franco-français, c'est le cas de le dire, l'expérience communaliste de 1871. Donc le plan de la conférence est le suivant, après une introduction dans laquelle je vais revenir sur certains termes, puisqu'on a tendance, quand on aborde ce sujet de l'anarchie, du libertarisme, on a tendance à un peu tout mélanger, ou à ne pas connaître, y compris dans les milieux de gauche, les termes. Et ben, je vais vous dresser tout d'abord une petite analyse de ce qu'a été l'expérience de communaliste de 1871, qu'on présente souvent comme étant l'apogée des tentatives de décentralisation libertaire, anarchiste du pouvoir. Et je vais vous expliquer pourquoi cette analyse est fausse à mon sens, pour un certain nombre de raisons. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter le degré supérieur, le niveau supérieur d'analyse, c'est-à-dire celui de dire que non seulement ça a été une expérience qui n'avait rien d'anarchiste et de décentralisateur, mais que le régime républicain, la classe républicaine, a su se l'accaparer, cet héritage, comme on le voit, on le constate depuis maintenant plus de 150 ans, parce qu'on va arriver bientôt là, on va bientôt arriver dans les périodes de festivité, si on peut dire, de commémoration de la commune. On a passé très récemment les 150 ans, il y a 2 ans, de la commune de Paris. Donc, en introduction, pourquoi développer en 2023 une analyse intégrale, au sens donc de l'intégralisme maurassien, du fédéralisme libertaire et anarchiste de la commune? Alors, vous avez dû le constater autour de vous, que ce soit à la télé ou même dans vos cercles proches, familiaux et sociaux. Le regain récent de lutte sociale, et ce depuis notamment le mouvement des Gilets jaunes, a souligné la grande aura que possède encore chez une partie de la gauche radicale française, mais aussi internationale, le souvenir de ces combats passés. La commune, au même titre que, comme je l'ai dit, les expériences anarchistes de la guerre d'Espagne, avec la CNT, etc. Un souvenir qui est souvent entretenu par des municipalités plutôt orientées à gauche avec l'argent du contribuable. Je vous ai mis en exemple dans les conférences, voilà, le comité de la commune de Paris, qui est le comité des amis de la commune de Paris, qui est une association d'extrême gauche dans laquelle on retrouve aussi bien des gens du PCF, des jeunesses communistes, de la fédération anarchiste, qui font des manifestations, pour, comme vous pouvez le voir, avec une moyenne d'âge assez élevée. On a pu voir récemment des incidents lors des marches faites par Civitas, au contraire pour commémorer, pour rendre hommage aux victimes, notamment aux victimes ecclésiastiques de la commune. Et je vous ai mis également un peu plus bas l'exemple d'une de ces expositions permanentes, Nous la commune, donc qui était financée par la ville de Paris, notamment du côté de Bastille, du côté de certaines gares, la gare Saint-Lazare, je pense notamment, où on voyait des figures dessinées de type, on va dire, de communards,
que ce soit des gardes nationaux, des cantinières, etc., avec cette volonté de présenter les Parisiens comme les héritiers de la commune, alors que, on le sait tous, tous les Parisiens n'étaient pas communards et tous les communards n'étaient pas parisiens. Et donc, cette aura, on peut même la retrouver, et ça c'est peut-être un peu plus étonnant pour un nationaliste, dans certains de nos milieux. C'est le cas notamment bien dans les milieux nationalistes révolutionnaires. J'en veux pour preuve le récent succès de la chanson Gilets jaunes, Spirit of 1871 de Peste Noire, donc qui a fait un gros carton en 2020. Vous avez sans doute dû tous écouter cette chanson et l'apprécier, et donc qui est elle-même une reprise du groupe Skinhead des années 80, Vae Victis. Donc là, un héritage, on va dire, un peu plus nationaliste, ce qui n'empêche pas ces gens de se revendiquer de la commune, au moins pour l'esprit patriotique. Donc connaître les principes défendus par ces libertaires et être en mesure de leur opposer une critique positive et empirique est le meilleur moyen de ne sombrer ni dans le romantisme béat de l'extrême gauche, dire que tout était beau dans la commune et que ça a été une expérience qui aurait dû marcher si elle n'avait été écrasée par les vilains monarchistes, ni dans les fantasmes de la classe républicaine libérale, donc comme le rappelait Georges Bernanos, dont je vous ai mis d'ailleurs le livre, la conférence résumée en 1930, qui est disponible à la librairie de Flore. Un royaliste français ne saurait oublier ce que fut l'insurrection de 1871. Selon lui, les communards sont de notre pays, ils sont de notre sang, beaucoup d'entre eux sont morts en soldats, soit sur la barricade, soit devant les pelotons d'exécution. Donc de quoi parle-t-on ? Donc je vais volontairement vous rappeler un certain nombre de termes, puisque comme dans toute conférence, comme dans tout débat d'idées, il est essentiel de définir les termes qu'on va utiliser. Les mouvements dont je vais vous parler, donc les mouvements communalistes de toutes tendances confondues, partageaient pour l'essentiel un dénominateur commun idéologique qui était le libertarisme. Donc, c'est un courant qui regroupe l'ensemble des mouvements de pensée philosophiques, économiques et politiques, défendant comme fondement de l'organe social, du corps social, le principe de liberté, avec un grand L, par opposition à toute forme d'autorité, des principes irréconciliables, comme le rappelait d'ailleurs l'un des pères du libertarisme, Pierre-Joseph Proudhon, dans son principe fédératif en 1863. Je cite, « La liberté n'est parfaite que lorsqu'elle est garantie à tous, soit que tous aient part au gouvernement, soit que la charge n'en ait été dévolue à personne. » De ce principe central découlent certains concepts corollaires destinés à caractériser le rapport dans une société libertaire entre l'individu d'une part et le gouvernement, l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire l'organisation du corps social. La démocratie, d'une part, donc le gouvernement de tous par chacun, où l'autorité, au lieu d'être collectivement et indivisément exercée comme dans la communauté primitive, est répartie entre les citoyens. Donc ça, c'est on va dire, c'est la tendance dans laquelle on est censé se situer et dans laquelle s'est située la Troisième République qui est née des cendres de la Commune. Et l'anarchie, gouvernement de tous par personne, qui est une forme absolutisée, entre guillemets, du libertarisme, qui consiste en ce que, toujours selon les mots de Proudhon, les fonctions politiques étant ramenées aux fonctions industrielles, l'ordre social résulterait du seul fait des transactions et des échanges. Chacun, alors, pourrait se dire autocrate de lui-même, ce qui est l'extrême inverse de l'absolutisme monarchique. Donc l'anarchie, c'est une forme dans laquelle, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas simplement la disparition de l'autorité du gouvernement, de l'État et de toute forme de contrainte, ça c'est l'anarchisme individualiste, mais c'est surtout dans la pensée proudhonienne, qui est celle qui nous intéresse parce qu'elle est éminemment française, c'est tout simplement l'abolition de toute relation sociale qui ne relève pas des intérêts économiques, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le mutualisme. Les gens s'associent, non pas selon la contrainte d'un contrat social ou d'un organisme centralisé, mais bien selon leur volonté propre pour notamment procéder aux échanges et à tout ce que cela implique. Donc de ces principes fondamentaux, donc le libertarisme et l'anarchie, découlent notamment d'autres principes, l'anti-autoritarisme, donc ce qu'on regroupe aujourd'hui sous la notion d'anarchisme, qui est le rejet de l'autorité et du gouvernement comme moteur de progrès social, le contractualisme, c'est-à-dire l'adhésion volontaire des individus à la société, qui se conçoit désormais comme un contrat où chacun cherche à assurer la conservation de sa propre liberté. Donc c'est ce
ce que la gauche a hérité de Rousseau et des Lumières, et enfin le décentralisme vu comme le seul moyen de substituer à l'autorité gouvernementale la liberté des citoyens s'exerçant à travers des organes sociaux intermédiaires, une fédération. C'est pour ça que dans le cas de Proudhon et de certains auteurs dont je vais vous parler, en particulier Bakounine, on parle de fédéralisme anarchique, soit d'une commune, c'est le cas du communalisme, au sens où on l'entend en 1871, ou encore d'un syndicat, l'anarcho-syndicalisme, doctrine surtout développée en Espagne avec la Confédération nationale du travail, la CNT, donc qui s'est surtout développée du côté de Barcelone, en Catalogne, et que je n'évoquerai que très marginalement, et surtout en ouverture, et qui fera l'objet d'une autre conférence. Donc on va commencer par l'expérience communaliste de 1871 comme étant un mirage décentralisateur et anarchique. Je parle bien de communalisme et non pas de communard, puisque l'appellation de communard est un peu péjorative, et je préfère celui de communaliste, puisque je trouve que, voilà, en utilisant des termes qui sont plus neutres, en tout cas plus cherchés intellectuellement, on évite de tomber dans ce roman qui voudrait voir dans le communard seulement une espèce de clochard armé prêt à détruire tout ce qui bouge dans Paris. Donc, pour moi, l'un des premiers points fondamentaux à comprendre dans l'expérience de 1871, c'est que la commune a failli, puisque, comme sa devancière de 1793, dont elle empruntait de nombreuses caractéristiques, eh bien, elle s'est offerte à ce que on pourrait appeler le préjugé républicain. Le préjugé républicain, c'est un terme qu'on retrouve chez Georges Valois pour désigner cette espèce de culte, cette espèce d'assurance que le régime républicain est foncièrement bon et celui qui est naturellement destiné à permettre le bonheur des individus, notamment des masses populaires. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le républicanisme, la mise en avant du régime républicain démocratique électoral comme un présupposé nécessaire au bien du peuple. Le fait est affirmé dans plusieurs proclamations adressées par ces communalistes à l'attention des paysans, notamment des campagnes environnantes, dès le début de l'insurrection de la commune en mars 1871. Pour vous faire un bref rappel chronologique, en février 1871, les premiers troubles liés au siège de Paris commencent à se développer dans la capitale, et c'est à partir de ce moment-là que les mouvements insurrectionnels se développent, et c'est finalement en mars que se déroulent les élections du comité central de la commune, qui a pour but de représenter tous les quartiers de la capitale, en tout cas ceux contrôlés évidemment par les opposants au gouvernement de Versailles. Et conscients de la nécessité pour eux de faire tache d'huile, entre guillemets, les communalistes, un certain nombre d'intellectuels parmi eux vont chercher à s'attirer les bonnes grâces du reste de la France. On sait que la commune a fait des émules dans certaines villes du sud de la France notamment, mais elle a eu peu d'impact dans les campagnes environnantes, malgré justement ces appels. C'est le cas donc de la proclamation au peuple des campagnes. Je vous l'ai mis en exemple, donc juste en dessous de la photo de Charles de l'Écluse, qui est l'un des principaux chefs de cette propagande communaliste. Et c'est le cas de la déclaration au peuple français qui a lieu à peu près à la même époque, au mois d'avril 1871. Donc cette proclamation aux travailleurs des campagnes, elle est rédigée à l'instigation d'une journaliste féministe dont on a un peu oublié la mémoire, qui est André Léo, donc de son nom d'emprunt évidemment, membre de la première internationale, donc non pas l'internationale communiste, mais l'internationale bakouninienne, proudhonienne, fédéraliste si vous préférez, donc une internationale de travailleurs à tendance plus libertaire. Donc dans ces proclamations, ce qui nous choque en tant que royalistes, c'est que l'une des premières choses qui est mise en avant, c'est le régime républicain comme devant être défendu par ces paysans, ces travailleurs des campagnes, les mêmes qui avaient été persécutés, qui avaient été envoyés au front, qui avaient vu leurs églises fermées et leurs biens communaux confisqués lors de la révolution de 1789. Donc l'ennemi à cette époque, pour un communaliste, c'est le royaliste.
le même que lors de la Terreur, le même qu'en Vendée, le même qu'à Lyon, le même qu'à Toulon. Les mots mêmes de cette proclamation sont évocateurs. La République, je cite, était menacée par l'assemblée féodale qui siège à Versailles. Paris veut toutes les franchises qui découlent de la pleine souveraineté dans l'ordre communal. Il les possède aujourd'hui, il saura les conserver envers et contre tous. Pouvait-il permettre d'un autre côté que la République, sa conquête à lui, au peuple parisien, fut plus longtemps en but aux atteintes des royalistes conjurés? Peut-on lire dans l'appel au peuple des campagnes. Par opposition, la Commune réclamait la reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme du gouvernement compatible avec le droit des peuples et le développement régulier et libre de la société. Ça, c'est la déclaration du 19 avril 1871. Donc la foi absolue dans le régime républicain. À cette époque-là, pour les communalistes, c'est donc, pour reprendre les termes de Henry Sumner Maine, qui est un philosophe et historien de cette époque-là, une transposition démocratique de cet absolutisme que certains théoriciens de l'Ancien Régime avaient rêvé pour les rois de France. C'est une espèce d'absolutisation, entre guillemets, du principe républicain qui n'est pas très différent de ce que certains absolutistes de l'Ancien Régime concevaient à propos du pouvoir royal. Donc cette sorte de républicanomanie, elle trahit, surtout à l'époque, le principe libertaire, puisque, pour citer un anarchiste connu, qui est Nicolas Walter, un anarchiste de l'après-Seconde Guerre mondiale, le gouvernement par des chefs qu'on a choisis est différent et généralement meilleur que celui où les chefs se sont choisis eux-mêmes. Mais c'est encore le gouvernement de certains sur d'autres. Quand on rejette le principe d'autorité, évidemment, on va rejeter, comme l'explique Proudhon, le principe de gouvernement, et donc, en désignant un comité central, on perdait toute notion de centralisation, fût-ce le régime républicain ou monarchique. Pour ce qui est du fonctionnement même de la commune, cette fibre républicaine, démocratique, va surtout rapidement se déliter pour se teinter de ce qu'on pourrait appeler une kakistocratie. En clair, le gouvernement des pires. Et ça c'est un bon argument qu'on peut opposer à un communaliste, fut tenté évidemment qu'il connaisse son histoire, enfin en tout cas l'histoire de son mouvement, puisque les membres du comité central de la commune étaient sans doute les pires éléments possibles pouvant prétendre à régir le mouvement. Et ce, dans un contexte de crise très importante, puisque donc ça fait suite au maelstrom de la déroute, le départ du gouvernement républicain à Bordeaux, la dissolution du régime bonapartiste, l'arrivée, la mise en place au gouvernement d'un certain Adolphe Thiers, caméléon de la politique. Et la scène politique parisienne, confinée par le siège, a vu à la fois ressurgir d'anciennes figures de l'opposition révolutionnaire, certains comme Blanqui, dont l'opposition remontait à la révolution de 1848, voire l'opposition de 1830, ou au contraire, apparaître des néophytes aux idées quasiment inconnues, les bakouninistes, les mutualistes, certains marxistes comme Léo Frankel. Ce qui faisait de la scène politique parisienne de l'époque, au moment des élections du comité et de la commune, non pas une démocratie, mais une stococratie, c'est-à-dire un gouvernement du hasard. Stococratie, ça signifie, voilà, comme si on tirait au sort, aléatoirement, les gens qui vont nous diriger. Et Jacques Bainville, dans son Histoire des trois générations, l'expliquait particulièrement bien, puisqu'il disait que jamais le pouvoir constituant du peuple souverain n'avait eu accès à s'exercer dans des conditions aussi pures. Jamais sa détermination n'avait été aussi libre. Cependant, ce ne fut pas sur la question de savoir quelle serait la nature ou la forme du gouvernement que vota la France, ce fut sur la paix et sur la guerre. L'obsession du présent emportait le souci de l'avenir. Donc en clair, que ce soit pour les élections de 1870 ou les élections donc, qui ont mené à cette fameuse chambre majoritairement monarchiste, ou pour les élections du comité central de la commune, les gens ne choisissaient pas de manière raisonnée selon le principe de Rousseau, mais bien dans l'euphorie du moment et dans la crainte de voir pour les uns la guerre se développer, ou pour les autres, et bien tout simplement les Prussiens remporter la victoire. Ce fait, encore une fois, ce n'est pas l'invention d'historiens anticommunalistes, puisqu'il nous est confirmé par des acteurs de première importance. Je vous ai mis la photo du général Paul Cluseret, qui est l'un des plus grands chefs militaires de la commune, qui reconnaît certes à l'époque, dans ses mémoires, le point commun de beaucoup de communalistes de satisfaire le bien du peuple, mais qui souligne leur inexpérience en matière de gouvernement. Un autre témoin oculaire, qui lui est beaucoup plus incisif,
Prosper Olivier Lissagaray, qui est juste en dessous, futur gendre de Karl Marx, n'est quant à lui pas beaucoup plus tendre à l'encontre de ce comité central de la Commune qu'il ne l'est pour le gouvernement de Versailles, qu'il surnomme à l'époque le Triumgösa, c'est-à-dire l'association de trois gueux, Fèvre, Thiers et Picard. Comment, donc ça c'est les mots mêmes de Lissagaray, comment ces 60 000 clairvoyants, donc les électeurs de la Commune de Paris, si prompts, si énergiques, ne purent-ils jamais gouverner l'opinion? C'est qu'ils se fractionnèrent en 100 courants. La fièvre du siège n'était pas pour discipliner le parti révolutionnaire, si divisé quelques semaines auparavant, et personne ne s'essayait. Et donc là, il va rentrer dans une longue description, un peu une liste à la Prévert de tous ces courants et de toutes ces personnalités qui vont se tirer mutuellement les uns et les autres à la tribune dessus. Delécluze et Blanqui vivaient dans un cercle exclusif d'amis ou de partisans. Félix Piat offrant un fusil d'honneur à qui tuerait le roi de Prusse, patronnant un feu grégeois qui devait rôtir l'armée allemande, ne devenant pratiquement que pour sauver sa peau. Les autres, Le Dru-Rollin, Louis Blanc, Schœlcher, etc. Donc ça, c'est des grandes figures de la Deuxième République de 1848, notamment Schœlcher, qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Les espoirs des républicains sous l'Empire étaient rentrés d'exil poussif, carriés de vanité et d'égoïsme, irrités contre la nouvelle génération socialiste qui ne se payait plus de leur système. Les radicaux, soucieux de leur avenir, n'allaient pas se compromettre au comité des 20 arrondissements. Il ne put jamais être qu'un foyer d'impression, non un centre directeur. Quant à la section des Gravilliers, c'est un quartier dans l'est de Paris qui était particulièrement révolutionnaire. Comme celle de 1793, elle ne traitait que par des manifestations, par des proclamations. Donc, on voit bien que le paysage politique qui nous est tracé par Lissagaray à l'époque est assez négatif. C'est plus un fourmillement d'individualités et de partis, de coteries, qu'une véritable organisation révolutionnaire. Pire encore, c'est le système électoral lui-même qui va transformer cette démocratie directe, qui se voulait donc impérative, dans lequel les mandats des gouvernants étaient régis par un certain nombre de demandes et de points à respecter, sous peine de le voir être exclu. C'est le mandat que beaucoup de gens demandent, notamment à gauche en parlant de la Ve République. Donc ça va passer d'une démocratie directe à une stasiocratie, un gouvernement des coteries, un peu comme est aujourd'hui l'Assemblée nationale. Le communaliste libertaire Élie Reclus s'en fait l'écho à cette époque-là aussi, puisqu'il est un témoin central, et il décrit notamment comment les gens, à cette époque-là, qui étaient les électeurs de la commune, se retrouvaient un peu mis face au mur électoral, où ils ne connaissaient quasiment personne, que ce soit au niveau des noms ou au niveau des idées. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Maintenant, quel nom y inscrire sur le bulletin de vote? Le nom des premiers venus, c'est malheureusement ce que fut obligé de faire la plupart du temps, puisque les assemblées électorales n'avaient pas pu discuter des candidatures. On prenait la liste dont la provenance était la plus sympathique, on se décidait pour un candidat suivant l'étiquette qu'il avait prise ou qu'on lui avait imposée. On va retrouver ainsi, dans ce comité de la commune, des hommes, des révolutionnaires qui vont avoir des profils assez similaires aux révolutionnaires de 1793. Et je vous recommande à ce titre de lire l'ouvrage justement d'Hippolyte Taine, qui est un des ouvrages fondateurs de la pensée maurassienne, sur justement la psychologie de ces révolutionnaires, ce qui explique bien l'origine de notre régime républicain. On va retrouver des gens comme Delécluze, dont le portrait n'est pas sans rappeler celui de Robespierre, naturellement rangé, laborieux, dixit, homme de cabinet, homme d'intérieur, donc vraiment un incorruptible au sens intellectuel du terme. Des maratistes, allongeant sans cesse la liste des traîtres des traîtres à la patrie à exécuter. C'est le cas notamment de Paul Ferrat, un garde national élu maire du 6e arrondissement qui, selon les dires même de Cluseret, était toujours ivre, interrompant les discussions à tort et à travers, et que 20 fois ses collègues furent sur le point de mettre à la porte. Des dantonistes également, donc plus préoccupés à s'assurer au sein du nouvel organe une place de choix. C'est le cas par exemple d'Auguste Viard, très jacobin, qui se signalait au comité de salut public principalement par des motions sans motif, des motions d'ordre, un peu sur voilà, par exemple mettre à l'ordre du jour le fait de voter l'abolition du terme de monsieur, par exemple. Des choses qui rappellent beaucoup le comité de la commune de 1793, ou encore le citoyen Lacor,
le plus bruyant, le plus dissolvant des membres du comité central, à en croire Cluseret, mais qui n'était même pas membre officiel de ce comité, puisqu'il avait échoué à la mairie du 6e arrondissement, justement, donc qui était tenu par Paul Ferrat, mais qui s'était imposé de son propre chef au sein de cet organe. La déclaration du comité central de la commune, que je vous ai évoquée tout à l'heure, elle reflète bien cette tour de Babel idéologique, puisque la nouvelle assemblée se déclare pêle-mêle vouloir universaliser le pouvoir et la propriété. Alors c'est un peu compliqué quand on se prétend libertaire de vouloir universaliser la propriété, là on voudrait plutôt l'abolir. Instaurer une ère nouvelle de politique expérimentale positive et scientifique et précipiter la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges. Là, on mélange un peu tout, les fantasmes d'Ancien Régime, les fantasmes de la Révolution bourgeoise, etc. Donc, enseignement numéro 1 sur la commune, sans chef suprême, livré au fourmillement anarchique des partis, l'entreprise communaliste devait rapidement se transformer en une gigantesque foire à empoigne électorale où la foule armée était dirigée tantôt contre les uns, tantôt contre les autres, le mandat impératif étant devenu l'arme principale de tout aventurier politique, désireux d'abattre ses adversaires pour faire triompher ses idées. On est passé donc d'une démocratie à une stasiocratie, à enfin une oclocratie où le gouvernement de la foule, donc la foule étant utilisée comme une arme par les différentes coteries pour s'assurer du pouvoir. Et c'est ce qui va se passer avec l'éviction au sein du comité central des bakouniniens, au profit notamment des jacobins et de certains blanquistes. Donc, deuxième point essentiel, le mythe romantique de la commune médiévale. Et ça, c'est un point, je pense, c'est l'un des arguments qui est le plus percutant quand vous rencontrez un nostalgique de la commune, c'est de lui demander qu'est-ce que la commune en fait, pourquoi ce mot et à quoi fait référence cette appellation. On explique souvent l'expérience communaliste par le désir de nombreux insurgés de cette époque, notamment parmi les chefs, les leaders intellectuels de l'insurrection, de renouer avec les expériences libertaires passées, notamment celles du Moyen-Âge. La commune du Moyen-Âge étant vue comme une espèce de panacée de la lutte contre l'État central, notamment l'État monarchique. Et ça, Gustave Flaubert, un des témoins, qui lui était plutôt anticommunaliste de l'époque, le dit dans une lettre à George Sand, à toute fin mars 1871, voilà maintenant la commune de Paris qui en revient au pur Moyen-Âge. Alors, Flaubert, dans sa bouche, je pense que Flaubert ne voyait pas ça comme ça, mais en fait, il avait plutôt raison. La commune est en effet vue, pour de nombreux communalistes, comme l'héritière de l'antique tradition anarchiste gauloise, une notion qui est introduite par Proudhon et qui est étayée par le fédéraliste internationaliste russe Kropotkin, dont je vous ai mis une photo un peu plus bas. Certes, donc ça c'est Kropotkin qui l'explique dans La Commune en 1880, donc un ouvrage qui consacre notamment au principe communal. Certes, en nous transportant vers le passé, ce ne sera pas vers un Louis XI, vers un Louis XV ou vers une Catherine II que porteront nos regards, ce sera plutôt vers les communes ou les républiques d'Amalfi et de Florence, vers celles de Toulouse et de Laon, vers Liège et Courtrai, Augsbourg, Nuremberg, Pskov et Novgorod. Donc en gros, pour faire simple, pour résumer, tout ce qui est communal et nôtre, c'est un peu la devise des communalistes et notamment des néo-communalistes, quitte d'ailleurs à mélanger des exemples d'oligarchie citadine, c'était le cas des Vétchés, des cités de la Rousse, des cités slaves, des républiques plutocratiques, donc dominées par le monde de la bourse et du commerce, c'est le cas à Amalfi, c'est le cas à Florence, et d'autres exemples plus authentiques de communes médiévales françaises qui sont Laon et Toulouse, des exemples. Donc Laon, c'est dans le nord de la France, c'est dans l'Aisne, et Toulouse, on sait tous où c'est. Deux exemples que je vais justement vous analyser pour vous expliquer à quel point, même sur ces exemples français, les communalistes se sont trompés. Les analyses récentes des médiévistes tentent à prouver que les communes françaises du Moyen-Âge se définissaient non pas comme un moyen pour une ville de s'affranchir d'une autorité extérieure vue comme négative, que ce soit l'Église, la royauté ou des seigneurs féodaux, mais comme une association jurée, librement consentie par cette même autorité. Et ça, c'est l'académicien Charles Petit-Dutheil, qui est un grand médiéviste des années de l'entre-deux-guerres, qui nous le dit. Je cite, donc ça c'est dans une étude qu'il a faite sur ce qu'il a appelé la prétendue commune de Toulouse. Les habitants d'une ville où tel groupe d'habitants se lient par serment et obtiennent la consécration de leur union par une concession communiée, donc une concession commune que consent le roi ou le seigneur. Donc dans le cas de Toulouse, c'était le comte de Toulouse. Dès lors,
Ils constituent une commune, ce qui leur permet de se secourir les uns les autres en cas d'attaque, de tenir tête aux oppresseurs, d'instituer la paix, là où il y avait des querelles, meurtres et pillages. Dans le nord de la France, on retrouve ça sous le terme de chœur, où les bourgeois qui prêtent ce serment sont des chœurs frères. Hein, donc en fait, en quelque sorte, la bourgeoisie d'une ville, cette concession commune, c'était un statut qui permettait de l'entraide et une espèce de juridiction permettant d'apaiser les conflits au sein même de la ville. Donc non seulement le consentement du seigneur et du roi restait un élément fondamental, c'était notamment le cas à Laon, puisque c'est l'une des plus vieilles communes de France, puisque celle-ci a été instaurée par le roi Louis VI le Gros en 1128, afin de mettre au terme justement aux troubles qui déchiraient la ville, mais aussi cette association jurée demeurait encore plus restreinte dans le cas des villes du sud de la France, là où, paradoxalement, il y a eu le plus d'émules de la commune. C'était le cas à Toulouse notamment, où le jurat, donc la conjuration, l'association jurée de Toulouse, n'était qu'une assemblée chargée de traiter avec les représentants du comte. Donc on est bien loin d'une espèce d'organisation anarchique visant à lutter contre le pouvoir justement dudit comte. L'assurance des libertés particulières pouvait même ne pas être l'objet de la charte communale. C'est dans le cas d'Amiens où justement la charte communale a eu pour but de réduire des libertés locales, notamment des exonérations de taxes. Il ne fut donc jamais aucun cas d'une commune au sens d'organisation politique démocratique indépendante. Et c'est pourtant cette version idéalisée que vont retenir un certain nombre de fédéralistes et d'anarchistes, à commencer par Kropotkin. Les fédéralistes communalistes sont ainsi tombés dans les mirages de l'idéalisme communal, voyant dans ces exemples les premières luttes institutionnalisées entre oppresseurs et opprimés. Et ça, c'est Kropotkin qui nous le dit. Tandis que l'État nous représente dans l'histoire la négation de toute liberté, c'est précisément dans l'affranchissement des communes contre les États que nous retrouvons les plus belles pages de l'histoire. Ça, c'est Kropotkin qui le dit lui-même. On retrouve ici le principal poncif de lutte des classes, de guerre entre pauvres et riches, qui était développé à l'époque par Blanqui, mais qui est l'héritage des historiens orléanistes, orléanistes au sens politique, pas au sens dynastique du terme, notamment Guizot, le fameux Guizot, dans son Histoire générale de la civilisation en Europe, en 1826, donc qui est l'un des pères, des maîtres à penser de la lutte entre deux classes, la classe dominante et la classe prétendument opprimée. Cette idée de commune médiévale comme étant la mère de toutes les entreprises anarchistes, elle est battue en brèche par les études récentes, comme je vous l'ai expliqué, et ça, notamment dans le cas de Toulouse, l'historien libéral Rochard, dans son Histoire du Languedoc, qualifiait la ville d'anarchique et révolutionnaire. Petit Dutailly, quant à lui, donc le spécialiste de la question, dénonce ces idées. Il s'en prend notamment à Achille Luchaire, qui est un des premiers partisans du principe communal comme étant une espèce de proto-libéralisme bourgeois dans son Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens en 1883. Et là, je cite Petit Dutailly, l'académicien, qui nous dit « J'ai dit qu'il ne fallait pas mêler la question de l'association et celle des institutions municipales. Si on les embrouille, on en arrive à dire, comme Pirenne, qui était un autre historien libéral, lui qui était belge, qu'au fond, toutes les villes libres sont des communes, et on aboutira comme Luchaire à cette définition, quand un mouvement populaire a eu pour résultat d'assurer au peuple les libertés de première nécessité qu'il réclamait, il n'en est pas seulement sorti une ville affranchie, mais une commune. Cette définition, je le répète, ne correspond pas à la réalité. » Même constat dans le cas de la commune de Laon, que je vous ai évoqué un petit peu plus haut. Et ça, c'est un autre historien spécialisé, Alain Saint-Denis, dont je vous ai mis une photo justement dans la partie conférence, professeur émérite à l'université de Bourgogne, qui nous explique que les historiens du XIXe siècle, tels Augustin Thierry, autre grande figure de l'historiographie libérale orléaniste, ont vu dans ces journées de soulèvement du peuple launois la manifestation héroïque d'une authentique aspiration démocratique. Les sources infirment cette version romantique. Les conjurés de Laon ne furent en rien les libérateurs d'un peuple opprimé. Ils tentèrent de substituer aux intérêts de l'aristocratie guerrière ceux d'un groupe de riches citadins, propriétaires, serviteurs de haut vol et maîtres du marché. Ça, c'est dans la thèse qu'il consacre notamment à cette insurrection communale de Laon. Un constat, pour terminer, qui est partagé par certains anarchistes eux-mêmes, et ça, je vous cite notamment deux anarchistes italiens. Les Italiens, paradoxalement, étaient sans doute ceux qui ont été le plus à même, dans les mouvements anarchistes, d'être les plus critiques avec eux-mêmes.
J'en veux pour preuve un Malatesta ou encore Gramsci. Zoccoli, donc qui est un anarchiste italien du nord de l'Italie, écrit ainsi dans l'Anarchie en 1906 une critique assez virulente de Kropotkin, et Camillo Berneri, donc un autre anarchiste italien qui est plus contemporain de la Seconde Guerre mondiale, nous explique dans une brochure qu'il consacre justement au fédéralisme prétendu de Kropotkin. Kropotkin, en tirant des exemples de la société médiévale, est tombé dans diverses erreurs d'interprétation dues surtout au fait que les sources où il s'est reporté, comme les œuvres de Jean de Sismondi, historien libéral suisse, n'avaient pas atteint le niveau où est arrivée l'enquête historique aujourd'hui. On comprend mieux donc cet aphorisme de Flaubert qui, un peu plus loin dans sa lettre à George Sand, nous expliquait « Quel rétrograde », je cite, « quel sauvage, comme il ressemble aux gens de la Ligue et aux Maillotins », donc aux insurrections de l'époque de la guerre de 100 ans. On comprend mieux donc cette assertion du poète, la commune, c'est la Ligue. Donc on est bien plus proche d'une insurrection citadine, soucieuse de s'opposer au pouvoir royal, ou en tout cas au pouvoir central, un peu sur le modèle que ce qu'était la Ligue catholique ou les Maillotins, que sur une véritable entreprise démocratique. Donc je vous ai expliqué donc que non seulement la Commune de Paris était dans son fonctionnement et dans la désignation de son gouvernement non pas une démocratie mais davantage le gouvernement des coteries, et que d'autre part les exemples idéologiques sur lesquels elle se basait, à savoir la Commune médiévale, étaient complètement biaisés, notamment par l'historiographie libérale, c'est le même courant libéral qui justement qu'elle prétendait contrer. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, sur un niveau un petit peu plus supérieur, un niveau national, eh bien, cette entreprise communaliste n'aurait pas pu marcher. Tout d'abord, puisque ça a été sans doute l'une des plus belles victoires de la classe républicaine, du gouvernement républicain de l'époque, Thiers en tête, c'est non seulement d'avoir pu réprimer la commune, mais surtout d'en avoir usurpé la mémoire et d'en avoir confisqué, entre guillemets, la célébration. Ceux qui ont bénéficié de la répression de la commune, ce sont en effet non pas une prétendue assemblée monarchiste dévouée à détruire le peuple français, non pas un prétendu dictateur MacMahon désireux de rétablir Henri V, non pas ce même Henri V candidat proclamé ou en tout cas désigné pour succéder à MacMahon, mais c'est bien la classe républicaine, ceux que Georges Valois appelait les déclassés de toute classe, cette écume de la Révolution, comme l'appelait Georges Bernanos dans sa conférence de 1930. La plus grande victoire de ces anticommunalistes a en effet d'avoir réussi deux choses. Et là, en fait, on se retrouve un peu sur la ligne de ce que Georges Valois appelait l'œuvre de 89. En fait, la révolution, ou plutôt la contre-révolution de 1871 a réussi avec les mêmes moyens, que c'était les mêmes personnes qui étaient à l'origine de cette contre-révolution, que la révolution de 1789. D'abord, le gouvernement versaillais a réussi à opposer par les armes les classes laborieuses d'une part, plutôt issues des campagnes, paysans, et de l'autre côté, les ouvriers parisiens. Donc, j'en veux pour preuve, je vous recommande d'ailleurs le documentaire des grandes batailles du passé, donc d'Henri de Turenne, qui est sorti dans les années 70. Un docu-fiction donc qui imagine une caméra qui serait justement projetée à l'époque de la semaine sanglante, et où l'on voit des scènes justement confrontées, où d'un côté se trouvent des ouvriers communalistes, donc des typographes, etc., et de l'autre côté, eh bien, des paysans qui communient à la messe avant de monter à la barricade. Et c'est pour moi l'une des plus belles représentations de ce qu'a été en fait véritablement le massacre de la commune, à savoir l'utilisation de paysans contre des ouvriers, pour le plus grand bien des bourgeois du gouvernement de Thiers. Donc non seulement ils ont réussi à réprimer, à opposer les classes, comme jadis ils avaient réussi à opposer la bourgeoisie productive aux classes les plus laborieuses, et surtout, ils ont réussi à imposer ce même préjugé républicain qui avait perdu la commune. Georges Valois l'expliquait, lui qui était venu de la Confédération Générale du Travail, dans lequel, pour eux, pour la plupart des cégétistes, l'ennemi de la commune, c'était les royalistes, et c'était les royalistes qui avaient détruit la commune. Et Georges Valois, en tout bon converti royaliste qu'il était,
cherchait justement à combattre ce qu'il appelait ce préjugé républicain, et il l'expliquait en ces termes. Vous me dites que l'histoire de la Commune n'est pas de nature à justifier cette haine, parce que les massacres de 1871 sont l'œuvre de tiers. Mais il s'agit d'expliquer. Pour l'historien des idées, les actes et les intentions des hommes sont peu de choses. Il importe seulement de savoir quelle image les masses se sont faites. C'est la légende de la Commune, non sa réalité, qui domine tout ce qui s'est produit dans le socialisme depuis 1871. Pour le peuple, la Commune est la révolte des Parisiens contre la royauté, et elle se termine par le massacre des ouvriers au nom de la royauté. Il n'y a pas de raisonnement qui puisse aller contre une légende. Plus je réfléchis à l'histoire, plus je suis frappé du rôle de ces images sous lesquelles le passé apparaît en dépit de la critique, expliquait-il dans La monarchie et la classe ouvrière. Les militaires républicains, les politiciens opportunistes de sensibilité orléaniste, plutôt libéraux comme Adolphe Thiers, le caméléon de tous les régimes du XIXe siècle, certains chefs de guerre, Bontin, républicains, à l'instar du marquis Gaston de Galifet, qu'on a surnommé le marquis au talon rouge. Je vous ai mis une caricature de lui qui date de l'affaire Dreyfus, puisqu'il a été l'un des grands chefs de la politique d'apaisement national voulue lors de l'affaire Dreyfus. Une représentation anti-dreyfusarde qui le montre comme étant une espèce de loup, une espèce de renard avec des oreilles d'âne, en gros nourri un peu à la botte du gouvernement républicain et dansant, s'ébourrant sur les os des communards. Et bien ce marquis au talon rouge, futur ministre de la guerre dans le gouvernement de défense nationale de Waldeck-Rousseau, c'est l'une des plus belles figures de ceux à qui la Commune a réellement profité, les mêmes qui plus tard vont défendre justement lors de l'affaire Dreyfus les officines antinationales contre justement l'armée elle-même après son épuration par Gambetta. Et c'est enfin autre acteur qu'on pourrait évoquer, et là on peut difficilement ne pas les voir, c'est l'oligarchie mercantile, libérale, et surtout le monde de la bourse et de la finance, qui est sans doute le plus grand gagnant de cette Commune de Paris. Je vais vous citer un seul exemple. Le communisme Charles Bailey, je vous ai mis la photo de Charles Bailey dans les conférences, qui était le doyen d'âge, c'est-à-dire que c'est le plus âgé de la Commune, le plus âgé des représentants de la Commune. Il avait été chargé par le gouvernement de celle-ci de se saisir de la Banque de France, en tout cas d'obtenir des financements à la Banque de France, puisque dans les locaux de la Banque de France se trouvaient les réserves d'or. Et donc, en contrôlant Paris, il était tout naturel que la Commune, pour survivre, utilise, pour payer notamment ses armées et secourir la population, qu'elle saisisse les stocks d'or. Eh bien, Bailey a réussi, ou plutôt a refusé, de se saisir des stocks d'or et s'est juste contenté de faire pression sur le vice-gouverneur de la Banque de France, Alexandre de Pluck, qui était resté, tandis que le gouverneur général, donc Gustave Rouland, un grand proche d'Adolphe Thiers, était passé à Versailles. Or, qui à l'époque de la Commune était l'actionnaire principal de la Banque de France? C'était un autre banquier qui lui possédait de banques privées, un certain Alphonse de Rothschild, qui lui aussi s'était réfugié à Versailles. Alphonse de Rothschild, d'ailleurs, dont le fils, il me semble, avait été, sera plus tard parmi ceux qui vont négocier justement les compensations versées par la France à l'Allemagne lors du traité de Versailles. Des atermoiements qui illustrent bien le manque d'expérience des responsables communalistes dans, on va dire, la menée d'une insurrection. Un journaliste d'extrême gauche qui s'appelle Éric Toussaint, sur le blog, donc sur le site du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, a fait un article justement à l'occasion des 150 ans de la répression de la Commune, qui s'appelle « La Commune de Paris, la banque et la dette ». Mais évidemment, il ne va pas assez loin dans l'origine de ce pourquoi Bailey n'a pas fait pression outre mesure sur les banques. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'un autre historien, lui américain, on sait qu'en Amérique, on va dire, les choses sont un peu plus décomplexées sur le sujet, John Coleman, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle La dynastie Rothschild, fait en 2006, nous explique que selon les estimations récentes, sur les 47 millions de francs alloués à la Commune de Paris par des prêts successifs, par des emprunts ou des saisies, on estime qu'environ 25 millions n'ont pas été utilisés suite au délitement naturel du corps de l'armée, que ce soit des fédérés ou de l'armée communaliste. Et ce qui est sûr, c'est que Bailey était l'un des seuls leaders de la Commune à ne pas avoir été traduit en jugement. Il s'en est tiré à bon compte, et il va obtenir même un sauf-conduit pour aller en Suisse. Et donc ce que nous explique John Coleman, c'est qu'il est très fortement probable, en raison du lien
de la proximité entre Bellay et la famille Rothschild, que ces 25 millions qui restaient ont été détournés et ils ont en fait en gros été blanchis en Suisse. Suisse, à Neuchâtel d'ailleurs, où est mort Bellay en exil. Et cette même famille tentera d'ailleurs par la suite de se faire exonérer d'impôts, des impôts qu'elle aurait prétendument payés aux autorités de la commune à l'époque, ce qui va lui valoir certaines condamnations face aux tribunaux de la Troisième République. Et enfin, donc non seulement cette classe républicaine, cette Lumpenklasse, cette classe déclassée de toute classe du régime républicain ont bénéficié de la commune, mais surtout, ils ont prétendu appliquer le communalisme à l'ensemble de la planète. Et ça, cet universalisme qui est le travers sans doute le plus récent qu'on a pu voir chez les communalistes, il est en fait au final pas très moderne, hein, c'est quelque chose qui est récurrent chez les universalistes de tout poil. Cette aspiration, elle transparaît clairement dans la publication de la Commune du 19 avril 1871. L'autonomie absolue de la Commune, étendue à toutes les localités de la France, ça c'est les mots mêmes de la proclamation, et assurera à chacune l'intégralité de ses droits, et à tout Français le plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes, comme homme, citoyen et travailleur. L'autonomie de la commune n'aura pour limite que le droit d'autonomie égal pour toutes les autres communes adhérentes au contrat, on tombe bien sur le contractualisme, dont l'association doit s'assurer de l'unité française. En gros, pour créer la nation, il faut une fédération de communes, donc une commune de communes, entre guillemets. Et à l'état gouvernemental, la commune prétendait ainsi substituer la commune universelle. Et ça, ce principe de fédération universelle, de fédération communale, c'est une idée qui va être principalement développée par deux anarchistes non français, russes, Michel Bakounine et Pierre Kropotkin, dont je vous ai déjà évoqué le nom. Pour Bakounine, et ça je vous incite à lire le catéchisme révolutionnaire de Bakounine, il est édifiant, c'est un programme complet sur comment transformer nos États et notre Europe et même le monde entier en une espèce de grande fédération universelle. Pour lui, la province ne devait être qu'une fédération libre de communes autonomes et la nation, une fédération de provinces autonomes régies par un parlement national lié à une chaîne de parlements provinciaux, une espèce de gouache mal faite de ce qu'était à l'époque le système provincial d'Ancien Régime. Au niveau international, enfin, puisque le but est évidemment de dissoudre les frontières pour étendre ce principe à l'ensemble du globe, eh bien, ce principe devait s'étendre en une fédération universelle de peuples qui, dans l'avenir, devra embrasser toute la Terre. Il écrit ça en 1865, donc même avant la Commune. La Fédération internationale des peuples révolutionnaires, avec un parlement, un tribunal et un comité directeur internationaux, sera basée naturellement sur les principes même de la Révolution. On s'aperçoit que cette Fédération internationale des peuples, avec un parlement, un tribunal, un comité, elle n'est pas très loin de ce qu'on peut assister aujourd'hui dans les grandes officines nationales, en particulier l'ONU, basée sur les principes même de la Révolution. Il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, hein, il y a un certain nombre, une défense, notamment financée par de nouveaux Rothschild, en particulier Soros, donc basé sur des principes essentiellement révolutionnaires, démocratiques. Donc on est bien, le projet de Bakounine a en quelque sorte été réalisé par ces mêmes grands magnats de la finance, ces grands humanistes milliardaires. Pour Kropotkin, quant à lui, la commune devait s'affirmer comme un dépassement positif de la commune du Moyen-Âge, on en revient toujours à la même base, qui avait eu le tort de se couper des populations nécessiteuses environnantes par un sentiment purement égoïste. C'est à ce prix même, au prix de la conservation du servage chez ses voisins, expliquait Kropotkin, que maintes communes a reçu son indépendance. Face à ce contre-exemple, la nouvelle commune moderne devait tendre la main aux paysans et les aider à faire leur révolution, chasser ce qu'il appelait les accapareurs du sol. Accapareurs du sol qui, je le répète, sont nés pour la plupart de la Révolution, comme l'explique Proudhon dans la propriété qui est le vol. Et sous les plumes de Bakounine et de Kropotkin, donc, le principe communaliste, ce ne devait pas être simplement la résurgence de l'organisation médiévale, mais c'était l'extension totale, universelle, idéale. Le nouveau principe de la commune, son héritage de la révolution industrielle, c'est bien l'universalisme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce même universalisme qui a perdu la commune et qui prétend aujourd'hui nous imposer une espèce de grande fédération internationale, d'abord européenne et ensuite mondiale.
La commune du Moyen-Âge cherchait à se circonscrire dans ses murs, nous dit Kropotkin. Celle du XIXe siècle cherche à s'étendre, à s'universaliser. À la place des privilèges communaux, elle a mis la solidarité humaine. Certains communalistes, seront fusillés en criant justement « Vive l'humanité ». Le journal de l'humanité a été fortement, à son origine justement, s'est inspiré de ces principes-là dans son nom même. Le travers universaliste, et c'est là que je terminerai cette première sous-partie, le travers universaliste est en cela néfaste qu'il nie purement et simplement les particularités locales, mais il n'y a rien d'étonnant puisque le premier grand universaliste, Jean-Jacques Rousseau lui-même, et ça c'est Proudhon qui nous le dit, raisonnait de manière à ce que, selon lui, les hommes n'étaient pas fixés par des nécessités économiques. Comme il n'avait jamais été préoccupé par des contraintes salariales ou de revenus, puisqu'il était, je le rappelle, un vagabond, un artisan voyageur qui était entretenu par les puissants, comment penser qu'un universaliste eût pu considérer la commune universelle comme étant bien autre chose qu'une abstraction mentale. Enfin, pour ce qui est de l'héritage intégral de la commune, quelques points on peut tous assimiler dans cet héritage communaliste. Premièrement, tout mouvement insurrectionnel à visée décentralisatrice, qu'il soit communaliste ou fédéraliste, représentatif ou impératif, reste voué à l'échec s'il s'offre au principe électoral. Tout d'abord, et ça on l'a vu avec la commune, car il ne mène qu'à la confiscation du pouvoir par une classe de profiteurs, une Lumpenklasse, une classe volatile, davantage intéressés par le triomphe de leur intérêt, comme le rappellent d'ailleurs les tenants du socialisme antidémocratique français, c'est le cas de Pierre-Joseph Proudhon, qui nous disait que tous les erreurs, tous les mécomptes de la démocratie proviennent de ce que le peuple, ou plutôt les chefs de bandes insurrectionnelles, après avoir brisé le trône et chassé le dynaste, ont cru révolutionner la société parce qu'ils révolutionnaient le personnel monarchique. Proudhon, quant à lui, ça c'est Proudhon dans les Confessions d'un révolutionnaire en 1851. Quant à Édouard Berthe, il parlait lui de ce qu'il appelait l'urne sainte électorale, une urne dans laquelle on se retrouve encore aujourd'hui. Il suffit de se référer à ce qui s'est passé lors des dernières élections, où le barrage républicain a encore une fois gagné. Ne nous étonnons plus de la dévotion que la démocratie a vouée au suffrage universel, nous disait Édouard Berthe. Sans l'urne, évidemment, elle n'existerait pas. Derrière l'urne, il y a bien des partis, et derrière les partis, il y a bien l'État, dont ils ne sont que la même monnaie, le même démembrement, la dislocation apparente. Mais tout le système, dans son mécanisme brutal, gravite bien autour de l'urne et de ses hasards, nous disait-il dans Les méfaits des intellectuels en 1914. L'urne, le principe électoral, transforme ainsi, comme dans le cas de la commune, le travailleur en votant, en client, en instrument de la classe républicaine. Et ça, Monseigneur le duc d'Orléans, dans son livre sur le prolétariat, l'expliquait très bien. L'ouvrier n'est pas attiré par l'étude des doctrines. Sauf exception, il ne comprend ni n'aime les chiffres, les bilans, les statistiques. Il ne connaît que le travail, je dirais même le métier. Les hommes politiques qui le mènent à la bataille le savent bien. Les thèses qu'il lui propose ne s'adressent point à sa raison, mais à son sentiment. Le sentimentalisme a perdu la commune, et bien il perdra également cette grande commune, cette fédération internationale qu'on prétend nous imposer. C'est cette tendance oligarchique des démocraties qui était décrite par Robert Michels en 1914, là aussi, tendant à la création de partis de plus en plus complexes et différenciés, à des partis de plus en plus fondés sur la compétence d'une minorité. Cet oligarchisme, où la notion d'élite est devenue davantage une notion d'oligarchie accapareuse, donc contre laquelle il nous faut combattre et sur laquelle on peut s'appuyer dans notre analyse de la commune. Et enfin, sans doute le dernier point, c'est que malgré tout, le peuple, comme en 1871 et comme on l'a vu pendant les Gilets jaunes, conserve une aversion certaine pour un gouvernement trop volatile, trop éloigné de la réalité, surtout en période de crise. C'est la raison pour laquelle on se réclame du positivisme, de l'analyse empirique de l'histoire de France et de l'histoire actuelle. Une analyse que les marxistes avaient eux-mêmes d'ailleurs formulée à l'encontre de la monarchie vérolée de la fin de l'Ancien Régime. Marx et Engels parlaient notamment de la monarchie de 1789 qui était devenue si irréelle, si dénuée de toute nécessité qu'elle devait être abolie par la Révolution. La monarchie était l'irréel et la Révolution le réel. Proudhon lui-même parlait
de la monarchie constitutionnelle comme le règne du bourgeois, le gouvernement du tiers-État. Or, il n'y a plus de bourgeoisie, il n'y a même plus de quoi en former une. À la place de cette bourgeoisie monarchique, parlementaire et censitaire, qui absorba les deux ordres supérieurs et brilla un moment sur leur ruine, nous avons l'égalité démocratique et sa manifestation légitime, le suffrage universel. Un régime monarchique, même fort, qui perd son attachement au réel, son pragmatisme est voué à se dissoudre dans les soubresauts révolutionnaires. Et qu'est-ce que cette attache au réel, si ce n'est le bien commun, comme le remarquait Proudhon? Républicain, oui, ça c'est dans Qu'est-ce que la propriété, donc même un anarchiste doit lire normalement ce livre. Républicain, oui, mais ce mot ne précise rien. Res publica, c'est la chose publique. Or, quiconque veut la chose publique, sous quelque forme de gouvernement que ce soit, peut se dire républicain. Les rois aussi sont républicains. Donc, ce qu'il nous faut opposer au romantisme de la commune, au romantisme démocratique, au romantisme républicain, c'est un élitisme, et j'insiste bien sur ce mot, non pas un oligarchisme, mais bien un élitisme non électoral, basé non sur le sens, CENS, hein, donc le paiement d'un impôt, non sur la comptabilisation de voix, mais bien sur le mérite et la subsidiarité. Donc non pas la kakistocratie, le gouvernement des pires, mais bien l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs. Et j'ai déjà eu ce débat avec certains d'entre vous sur le terme d'élitisme. Et c'est paradoxalement ce qui nous a bien été rappelé lors de sa visite par le secrétaire général lui-même. Il a employé ce mot, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, négatif dans notre bouche. Pour se prémunir de cette tendance oligarchique de la République, dont a souffert et dont est morte la Commune, il est illusoire de rejeter le seul arbitre capable d'être le garant de la paix sociale, le roi du travail comme l'appelait Léon Daudet. Nous devons prôner un réenracinement de l'intelligence, enfin, et cela passe notamment, comme l'expliquaient en particulier les analystes de mai 68, les analystes royalistes de mai 68, post-mai 68, cela passe notamment par la reprise en main de la création du métier, non pas du travail, comme aujourd'hui on entend, mais du métier, de l'héritage. Comme l'appelait de ses voeux Georges Sorel, le peuple n'aura pas simplement pour lui le droit du travail, invoqué pour la première fois par un bourgeois de 1789, Malouet. Pour mieux s'emparer de tout, la bourgeoisie prend à crédit une idée socialiste, se forme par compagnie, se place sous le patronage de l'État. Quant à produire elle-même, par le travail, le génie, la conquête agricole, mercantile et industrielle, elle ne s'en souvient plus. Il nous faut donc, dans une œuvre teintée de contre-révolution, se rappeler que le principe communaliste en soi n'est pas mauvais si il est associé à une autorité supérieure dénuée d'accroche avec tous ses partis, un arbitre au-dessus de la mêlée. Et pour terminer, c'est cette citation que je trouve particulièrement belle de Thibaut Isabelle, qui était l'un des grands analystes récents de Proudhon et qui a notamment été préfacé en 2021 par Michel Onfray. Proudhon était partisan d'une démocratie directe, locale, fédérale. Il savait que ce régime était pleinement compatible avec l'existence d'un roi. Proudhon n'était pas particulièrement royaliste, bien sûr, mais il n'était pas particulièrement républicain non plus. Il écrit explicitement que les étiquettes accolées au régime comptent moins que la réalité des institutions. Donc, ça, c'est ce qu'on peut retenir. C'est ce fameux aphorisme qu'on a longtemps attribué à tort à Maurras, c'est de dire voilà, la liberté du bas protégée par l'autorité d'en haut, qui est en fait de Salvador Dali, de mémoire. Merci de m'avoir écouté.